Chronomètre est fini, c'est parti. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Donc pour nous, c'est le 3e de l'année. Cette fois-ci, on va se concentrer sur le stress et l'oxygénation. Donc c'est une thématique qui nous tient à cœur puisqu'on se sent quasiment tous concernés, en tout cas au moins à un moment de notre vie. Pour m'accompagner, donc j'ai avec moi Véronique Chabernaud, qui est médecin, que je laisserai se présenter par la suite, et Sylvie Rébriand, qui est naturopathe. Nous sommes ensemble pour environ 45-50 minutes. Donc, en premier temps, il y aura la visioconférence et après, on prendra un temps pour répondre aux questions les plus récurrentes, sachant qu'on vous répondra quand même au fil de l'eau au niveau du chat. Tous les inscrits recevront automatiquement un replay. Et après, pour des conseils vraiment personnalisés sur un sujet particulier, je vous inviterai à nous contacter. On vous donnera nos coordonnées à la fin. Écoutez, je vous souhaite un bon webinaire et je vous laisse avec Véronique et vous dis à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être avec vous ce soir. Donc effectivement, je suis Véronique Chabernaud, je suis médecin et je suis consultante indépendante sur tous les sujets de santé, de vitalité, de prévention et malheureusement, au sens où c'est un sujet très répandu, j'interviens beaucoup sur les sujets de stress, de burn-out, le plus possible en prévention et malheureusement souvent en réparation de dégâts entre guillemets. Donc ce soir, on va faire un petit tour d'horizon d'abord sur de quoi on parle, parce qu'en fait, c'est difficile d'agir quand on n'a pas, comme je dis toujours, les mains sur le guidon et quand on parle, on sait vraiment de quoi on parle. Donc quelques petits récapitulatifs. Ah, il semblerait que je n'ai pas la main. Au secours, Jessica. Ça y est, c'est bon. Donc, quelques définitions sur stress, burn-out, anxiété, pour, voilà, pas complètement tout mélanger, mais on verra après que les impacts sur le corps sont assez proches. Pourquoi je n'arrive pas? Voilà. Donc, au niveau, on entend beaucoup parler de stress, stress aigu, stress chronique, risques psychosociaux. En fait, les risques psychosociaux sont un ensemble de paramètres, alors le plus souvent professionnels, mais aujourd'hui, dans notre vie, il y en a beaucoup dans notre vie personnelle, des problèmes d'organisation de travail, de surcharge, de choses imprévues, voilà, tout un tas, il y a des définitions légales. Et puis, il y a des phénomènes de stress aigu qui se passent une fois, qui peuvent venir se rajouter. Et puis, tout ça crée des situations de stress aigu récurrent qui va devenir finalement du stress chronique et puis atterrir potentiellement à l'épuisement professionnel ou burn-out. Donc, vous voyez, c'est une espèce de cascade qui se produit et qui s'engramme dans le corps et on va regarder ça ensemble. Alors, de quoi parlons-nous? Je vais d'abord vous parler du stress. Donc, à l'origine du concept de stress, il y a un médecin, un endocrinologue autrichien qui s'appelle Hans Selye, vous voyez, qui était du 1907-1982, donc il était assez précurseur. Et il est le premier à avoir défini le stress comme une réponse non spécifique, chaque mot est important, une réponse non spécifique de l'organisme face à une demande de l'environnement. Donc, en fait, tout stress crée exactement la même cascade hormonale, finalement, neuro-hormonale dans l'organisme. Et il a décrit, dès 1936, ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Et on va en voir ensemble les mécanismes. Et donc, tous les systèmes physiologiques qui sont activés par une situation stressante. Et il a montré à quel point tout ça peut être délétère pour l'organisme. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'hier matin de se préoccuper du stress et de ce que c'est, mais ça devient, on va dire, de plus en plus important de savoir de quoi on parle. Alors, de quoi parlons-nous vraiment quand nous parlons de stress? Il n'y a stress que quand il y a déséquilibre, et j'aime bien montrer les deux plateaux de la balance, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, entre la perception que j'ai, donc c'est une notion personnelle, des contraintes que je vis comme m'étant imposées par mon environnement, par la situation, par ce qui se passe autour de moi, par mon métier, par ma situation familiale, et les ressources que je me reconnais pour y faire face.
C'est donc un vécu de décalage, de tension, quand j'ai là un vécu de contrainte élevée et en même temps que je ne reconnais pas ou plus les ressources pour y faire face. Et donc, plus ces deux plateaux se déséquilibrent, plus il y a ce vécu de décalage, de tension, et plus, effectivement, on va être chroniquement en stress et avoir des effets sur la santé psychologique, sur la santé physique, le bien-être, évidemment, et la productivité. C'est donc une évaluation psychologique et individuelle des contraintes et des ressources, et personne ne peut dire à qui que ce soit qu'une situation est ou n'est pas stressante. En fait, une personne peut vivre la même situation de façon stressante et l'autre pas. C'est uniquement lié à qui il est, à ce qu'il a vécu avant, à tout ce qu'il a engrammé au fil du temps. Et donc, les mêmes situations ne vont pas générer la même chose pour deux personnes différentes. Et quand la personne vit un stress, elle le vit, et l'autre ne peut pas dire que ce n'est pas possible. Dernière définition sur ce qui suit directement le stress chronique, c'est l'épuisement professionnel et le burn-out. En fait, ça a été très clairement défini. Donc, c'est un ensemble de réactions qui sont consécutives à des situations de stress professionnel chronique. Donc, c'est le bout de la chaîne dans lequel la dimension de l'engagement est prédominante. C'est-à-dire, en fait, les personnes qui font un burn-out professionnel, et c'est vrai aussi sur le niveau au plan personnel, sont les personnes qui sont les plus engagées dans leur travail, dans leur situation, qui portent beaucoup, qui ont de fortes responsabilités. Et il y a épuisement professionnel ou personnel quand il y a à la fois épuisement émotionnel, c'est-à-dire que la personne, entre guillemets, n'a plus le ressort, est complètement vidé au niveau émotionnel. Il y a dépersonnalisation ou cynisme, c'est-à-dire une espèce de détachement, de froideur, et souvent alors que la personne, puisqu'elle était très engagée, n'était pas comme ça du tout. Et un sentiment de non-accomplissement personnel au travail ou dans sa vie en général, qui est en fait une grande souffrance, puisque c'est des personnes très engagées qui ne se reconnaissent plus dans ce qu'elles font. Donc le burn-out, l'épuisement professionnel est caractérisé par ces trois dimensions. Sinon, on peut être dans un stress chronique sévère, mais pas en burn-out. Et dernière notion, la notion d'anxiété. L'anxiété, c'est l'anticipation d'une menace future. Contrairement au stress, le stress, c'est maintenant. Je le vis face à une situation. L'anxiété, c'est une espèce de rumination anticipative qui est accompagnée, alors on la connaît, hein, d'appréhension, de tension musculaire, d'une espèce d'état d'hypervigilance, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc c'est une émotion courante qui la plupart du temps se dissipe rapidement, hein, c'est comme un stress qui peut passer rapidement s'il est aigu, l'anxiété c'est pareil. Elle devient problématique quand son intensité est au-delà de la problématique réelle, quand les inquiétudes sont irréalistes ou excessives, c'est-à-dire, entre guillemets, on imagine une montagne qui n'a pas lieu d'être, et quand ça entraîne un niveau de détresse important, c'est-à-dire que la personne n'arrive plus à en sortir, on parle alors d'anxiété pathologique ou de trouble anxieux. Et vous voyez, le stress, c'est ici, maintenant, l'anxiété, c'est anticipatif et pas toujours en relation avec le support réel. Par contre, les conséquences physiologiques sont proches, puisqu'en fait, l'anxiété crée du stress, et donc les cascades physiologiques vont être les mêmes. Alors, la physiologie du stress. Vous savez que nous avons un cerveau qui est une machinerie absolument exceptionnelle dans laquelle il y a plein de zones différentes qui ont des rôles bien précis. Il y a ce qu'on appelle notamment le cerveau émotionnel avec toutes ces facettes, toutes ces zones qui sont concernées. Je ne vais pas toutes vous les passer en revue, mais il y a des zones qui sont extrêmement importantes pour la gestion des situations stressantes. C'est thalamus, hypothalamus qui vont déclencher la cascade neuro-hormonale et donc tous les effets physiologiques. Et puis, il y a une petite zone qui s'appelle l'amygdale qui va, on va dire, analyser, intercepter les stimuli émotionnels, les analyser un peu au filtre de notre vécu, de la perception de mes ressources, etc. Et entre guillemets, va dire stress ou pas stress, danger, pas danger, et déclencher la cascade thalamus, hypothalamus, hypophyse et toute la cascade neuro-hormonale qu'on va voir ensemble. Voilà.
Donc, on a vraiment, au départ, ça se joue au niveau du cerveau et de l'analyse que fait notre cerveau. Et ensuite, ça devient complètement automatique. Alors, en phase aiguë, si vous êtes face à un stress aigu, par exemple un danger, pour réagir à, je ne sais pas, une voiture qui vous fonce dessus sur la rue et vous arrivez à l'éviter parce que vous mettez en œuvre toutes ces facultés, eh bien, il y a une analyse cognitive par l'amygdale notamment et ou par la mémoire en disant « Oh, ça, je sais que c'est un danger ». Tout ça, c'est inconscient et ultra rapide. Et hop, se déclenche tout de suite la cascade de réaction, le fameux syndrome général d'adaptation. C'est des neurotransmetteurs qui vont activer l'hypothalamus, qui va déclencher une hormone qui s'appelle la CRH, qui elle-même va agir sur l'hypophyse, qui va déclencher la CTH, et elle-même va agir sur les surrénales. Et on va voir ce qui se passe au niveau de nos glandes surrénales, qui sont deux petites glandes qui sont au-dessus de nos reins, et qui, elles, sécrètent vraiment toutes les hormones qui vont gérer nos réactions au cas de stress. Oups, je voulais avancer. Donc, les mécanismes du stress, que ce soit finalement aigu ou chronique, il y a une menace. Ce que nous percevons, vous vous rappelez, différence entre contrainte et mes ressources. S'il y a une différence, il y a une menace. Il faut comprendre que c'est le même mécanisme ce qui permet à la gazelle d'échapper au lion et à nos ancêtres d'avoir échappé à l'ours des cavernes. Ce n'est pas différent. Donc, c'est un mécanisme de survie et en aucun cas un mécanisme de vie. Donc, tout ce qui fait aujourd'hui dans notre vie que nous vivons de façon chronique dans le stress est complètement décalé de notre physiologie qui est faite pour ne faire face qu'à des stress aigus. Donc, menace, décalage entre ce qui m'apparaît devant être fait et ce que je peux faire. J'active l'hypothalamus, j'active l'hypophyse, et là, j'active deux voies parallèles. Une voie qui est ce qu'on appelle l'axe sympathique, peu importe, mais qui va déclencher, vous savez, le fameux coup d'adrénaline. Donc ça, c'est la partie médullo-surrénale, c'est-à-dire le cœur de la surrénale qui va déclencher cette adrénaline. Et c'est ce qui fait que je vais pouvoir respirer très vite, tendre mes muscles pour fuir, accélérer mon rythme cardiaque pour vraiment, c'est la phase aiguë de réaction physique. Et puis, la même cascade va activer ma cortico-surrénale, c'est-à-dire le tour de la glande surrénale. Et là, il y a la production de cortisol et tous les glucocorticoïdes. Ça, c'est ce qui me permet de tenir, donc de gérer dans le temps, de m'adapter, de ne pas m'écrouler en cas de stress. Et c'est ce qui, en cas de stress chronique, va être activé non-stop. Ça remonte à l'hippocampe, qui est une autre partie du cerveau qui va créer des souvenirs. Donc, quelque part, engrammer ça dans le cerveau et du coup, continuer à activer la boucle. Donc, vous voyez, il se passe beaucoup de choses dans notre cerveau quand nous sommes stressés. Et évidemment, quand nous sommes en phase de stress chronique, avec tout un tas de raisons classiques de surcharge, de travail de surcharge mentale, qu'elle soit professionnelle ou pas, perte de sens, peu de relations soutenantes, des problèmes d'équilibre pro-perso, etc., eh bien, cette cascade s'enclenche non-stop et au bout d'un moment, en fait, entre guillemets, en jargon médical, on appelle ça essorer nos surrénales, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tellement sollicité nos surrénales, on a tellement produit de cortisol que, et c'est quasiment du jour au lendemain, voire d'une heure à l'autre, on va retirer la prise et être en burn-out. C'est pour ça que les gens qui sont en burn-out, en fait, s'écroulent du jour au lendemain quasiment. Sauf si on a tiré le signal d'alarme avant. Donc, vous voyez que nos mécanismes de défense ont leurs limites quand même. Alors, j'essaie d'avancer. Donc, si nous récapitulons tout ça, on a ce qu'on appelle en cas de stress aigu des symptômes de tension. Vous voyez, on va augmenter le rythme cardiaque, etc., faire en sorte de tenir, de réagir. Et puis ensuite, il y a toute cette phase chronique où je résiste, et donc je mobilise énormément d'énergie dans mon corps jusqu'au moment potentiel de la décompensation, l'épuisement. Et évidemment, derrière, il peut y avoir tout un tas de maladies, et on va y revenir. Et surtout, sur quel mécanisme. Alors, comment ça se traduit? C'est super important de savoir ça pour pouvoir le reconnaître
pour soi et surtout pour les autres. Parce qu'en fait, quand on est concerné par le stress, nous sommes en général nos plus piètres détecteurs ou diagnostiqueurs. Et c'est plutôt les autres qui vont pouvoir nous aider à réagir, voir clair et réagir. Donc, je pense que c'est vraiment important que chacun sache pour alerter avec bienveillance mais fermeté quelqu'un que vous voyez s'enfoncer là-dedans. Il y a d'abord des symptômes physiques. En général, c'est ceux qui apparaissent en premier avec les symptômes émotionnels, des douleurs musculaires, articulaires, des maux de tête, des troubles du sommeil, de l'appétit, sensation d'essoufflement, des sueurs, le cœur qui bat fort, etc. Et puis, assez rapidement, des symptômes émotionnels. Quelqu'un qui devient hypersensible, qui a une nervosité accrue, des crises de larmes, des moments d'angoisse, d'excitation, de tristesse, le côté un peu yo-yo. Alors évidemment, ce n'est pas si on a ça une fois que ça veut dire qu'on est en stress chronique ou au bord du burn-out, mais si on voit que ça s'engramme, que ça ne s'en va plus, que par exemple les troubles du sommeil, malgré des nuits de sommeil, ne récupèrent pas, la fatigue est toujours là, attention. La boîte de Doliprane qui ne disparaît plus du bureau, attention. Voilà, donc ce genre de choses, et surtout qui ne ressemble pas à la personne avant. Et puis, quand ça s'aggrave, eh bien, on a des symptômes intellectuels. Là, on a des troubles de la concentration, des oublis, des erreurs, des difficultés à prendre des initiatives, des décisions. Vous savez, on lit la page 3 fois et on ne se rappelle pas ce qu'on a lu. Et puis, j'allais dire in fine, c'est quand vraiment ça ne va plus bien du tout, des répercussions comportementales. Alors, il peut y avoir des consommations de calmants, d'excitants, de toutes sortes, de l'inhibition, du repli sur soi et ou de l'agressivité, voire une alternance des deux. Donc, c'est vraiment important de bien connaître ces signes-là et symptômes pour les reconnaître suffisamment tôt, idéalement plutôt par là, sur le physique et l'émotionnel, avant que ça s'aggrave. Quand les gens sont là-dedans, ils sont plus capables d'en sortir tout seuls. Il faut les aider. Il faut vraiment les alerter très fort. Alors, venons-en du coup maintenant au lien finalement avec l'oxygène et l'oxygénation. Parce que on a dit que le stress créait des effets dans le corps, il en crée plein. Alors, on va d'abord parler de stress oxydatif. Donc là, on n'est plus dans le stress phénomène psychologique, mais dans un mécanisme physiologique, c'est-à-dire corporel. Le stress oxydatif, c'est un déséquilibre, on retrouve toujours cette histoire de plateau, entre la quantité excessive de radicaux libres, et on va revenir sur ce que c'est, et la quantité des antioxydants que nous sécrétons de façon naturelle dans notre corps. Donc les radicaux libres, en fait, ce sont des produits qui contiennent du dioxygène. C'est un processus naturel de l'oxydation des cellules, c'est-à-dire un peu de tous les phénomènes de dégénérescence, d'abîmement, de tout ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous abîme, et nous réagissons, notre corps réagit par de l'oxydation, entre guillemets, on dit toujours ça rouille, mais c'est un peu ça. Et ces radicaux libres sont naturellement produits au sein de notre organisme. Et nous avons non moins naturellement une sécrétion d'un certain nombre d'antioxydants dans notre corps ou que nous récupérons par la nutrition et puis aussi par la respiration, évidemment, on va y revenir. Donc, nous avons ces deux plateaux de la balance qui doivent être équilibrés ou en faveur des antioxydants pour que tout se passe bien. Donc, l'oxygène dans le corps est à l'origine de nombreuses réactions chimiques positives et moins positives. Comme nous, dans la physiologie, en fait, il n'y a jamais rien qui est blanc ou noir, jamais. Il y a même des médicaments, vous savez, qu'on peut utiliser à très petite dose qui vont être super bénéfiques, à très forte dose qui vont être délétères, ou l'inverse. Donc, la physiologie, c'est toujours une question d'équilibre. Et donc, notamment, dans ces réactions chimiques, il peut y avoir la création de ce qu'on appelle des espèces réactives à l'oxygène, des héros. C'est un peu bizarre comme appellation. En fait, ces entités possèdent un électron célibataire. Donc, ce sont des entités chimiques qui sont instables et très réactives puisque les électrons, normalement, doivent toujours aller par paire. Et donc, ils vont absolument aller chercher à s'unir à autre chose pour récupérer un électron et redevenir des molécules stables. Alors, ces entités réactives à l'oxygène, toujours la même histoire. Quand elles sont en faible quantité, elles sont inoffensives, elles sont contrecarrées, entre guillemets, par nos défenses antioxydantes.
Quand la production est trop importante et prolongée, c'est toujours aussi une histoire de durée, alors la balance est en défaveur des défenses aussi antioxydantes et on bascule dans ce qu'on appelle le stress oxydatif. Donc là, c'est vraiment une notion physiologique de stress. Et donc, ces fameuses espèces réactives à l'oxygène s'attaquent, toujours pour essayer de retrouver leurs fameux électrons, à nos tissus graisseux, à nos protéines, à notre ADN et à finalement tous les composants de notre organisme. In fine, ça peut affaiblir notre système immunitaire et nos mécanismes de défense naturels sont lésés. Quand on engramme ça dans la durée, eh bien derrière, il peut y avoir beaucoup de maladies chroniques. Alors évidemment, ce n'est pas la seule cause, mais quand même. Le diabète, les cancers, les maladies inflammatoires qui sont légion aujourd'hui, le Parkinson, etc. Et globalement, en fait, ça accélère le vieillissement. Donc, nous avons quand même tout intérêt à lutter contre ce stress oxydatif qui, évidemment, ne nous est pas du tout favorable. Et je pense que vous reconnaissez là-dedans la plupart de ce qu'on appelle les maladies de civilisation, nos fléaux actuels de santé publique, et qui sont liés à la fois au stress, on va y revenir, le stress dont on a parlé tout à l'heure, et puis à tout un tas de choses auxquelles nous sommes exposés, une alimentation déséquilibrée ou de mauvaise qualité, de la pollution évidemment, le tabac, la sédentarité, le manque d'activité physique avec de l'inflammation, les rayonnements UV, et on en passe d'autres et des meilleurs. Donc, vous voyez, beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir, et en même temps, si on n'agit pas dessus, beaucoup de conséquences quand même difficiles. Alors, le lien entre finalement ce stress mental et le stress oxydatif, eh bien, en fait, il a été montré dans un certain nombre d'études, dont celle-là, que ce que vous voyez à gauche en verticale, c'est notre capacité de résistance qu'on appelle antiradiculaire, c'est-à-dire antioxydative. Donc, nos défenses à nous, intérieures, spontanées, naturelles, contre l'oxydation. Donc, vous voyez que ce soit en cas de stress au travail ou de stress dans la vie, en fait, les mécanismes sont les mêmes, on les dissocie toujours, mais sont exactement les mêmes mécanismes. Quand le stress est faible ou modéré, eh bien, nos capacités de défense sont bonnes ou restent à peu près correctes. Mais dès que nous sommes sur un niveau élevé de stress, professionnel ou personnel, alors nos défenses antioxydantes s'écroulent, d'un bon 20%, 20-30% en l'occurrence. Donc, les effets du stress psychologique sur notre défense antioxydante et donc sur le stress oxydatif sont manifestes. Alors, vous allez me dire, que faire? Eh bien, deux choses, toujours prévention et curatif, prévenir et guérir. Déjà, limiter la production de radicaux libres et le stress oxydatif, donc abandonner autant que possible, évidemment, on n'est pas dans l'IAC à faucon, ce n'est pas si simple que ça, mais autant que possible, alcool, tabac, drogue, évidemment, alimentation déséquilibrée, pollution, essayer de s'en préserver, prise de certains médicaments, sport trop intensif, qui lui aussi n'est pas très bon pour notre organisme, et évidemment, le stress psychosocial dont nous venons de parler, et devinez quoi? S'oxygéner. Et puis, corriger le stress oxydatif quand il est là, et malheureusement, il est là pour beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, eh bien, il y a un certain nombre d'aliments riches en antioxydants, un certain nombre de fruits et de légumes, d'épices, d'aromates, voilà. Et puis, on peut prendre des compléments alimentaires antioxydants, la curcumine ou autres. Faire une activité physique modérée, idéalement en extérieur et quand on n'est pas en milieu pollué, évidemment, et de nouveau s'oxygéner. Donc, vous voyez qu'il y a de quoi faire pour à la fois être bien conscient de dans quoi je baigne en termes de stress psychosocial et de tous les autres paramètres qui sont facteurs de stress oxydatif, et du coup, de facteurs de prévention et de correction de ce stress oxydatif. Évidemment, l'oxygénation est un élément important et donc je passe la parole à Sylvie qui va vous en parler plus avant. Et je coupe mon micro.
Merci, merci Véronique, merci pour cette présentation magistrale et claire à la fois. Je prends la suite en tant que naturopathe hygiéniste. Je suis donc spécialement attentive aux fondamentaux de la santé. Mon objectif, c'est de faire comprendre et surtout de faire appliquer les bases d'une santé durable. C'est voilà, c'est ma raison d'être, à la fois faire œuvre de pédagogie et en même temps faire appliquer ces fondamentaux de la santé qui passent par une alimentation équilibrée, qui passe par la gestion du stress et des émotions, qui passe aussi par l'exercice physique et l'oxygénation. Comme nous l'a dit le docteur Chabernaud, je reprends une brève synthèse. Il y a un stress mental qui est pénible à vivre, que l'on ressent fortement, qui est facilement identifié, qui met notre système nerveux à rude épreuve, parfois jusqu'à la rupture. Et à côté de cela, il y a le stress oxydatif qui, lui, est un stress organique. C'est le stress des cellules, de nos cellules qui vont souffrir et dégénérer en silence. Donc, le docteur Chabernaud nous a donné vraiment un aperçu très complet des différentes causes du stress mental et oxydatif, donc je ne reviens pas dessus. Restons conscients que ces formes de stress sapent notre équilibre jour après jour et que nous sommes tous concernés, mais que pour autant, nous ne manquons pas de solutions. Des solutions efficaces existent. Il faut les connaître d'une part et d'autre part vouloir les appliquer, décider de les appliquer. Pour ma part, en ce qui concerne le stress mental, je considère qu'il y a 3 catégories de pratiques qui sont d'une extrême efficacité. Alors, je dis 3 catégories parce que sur la première ligne, j'ai rassemblé ce qui s'adresse au physique, au corps. Et on peut très facilement agir sur notre mental par le corps. On va retrouver l'activité physique modérée, l'alimentation appropriée, mais aussi les massages de détente, les saunas, les bains chauds par exemple. Une autre catégorie de moyens qui nous permettent de lutter contre le stress, bon, tout le monde pense à eux en toute priorité, ce sont ces moyens qui vont s'adresser plutôt à l'esprit, au mental, comme la méditation, comme la sophrologie, mais aussi la pratique d'un art par exemple. Et enfin, troisième et non moindre de ces moyens, la respiration avec son corollaire, l'oxygénation. Personnellement, en tant que naturopathe, j'estime qu'il faut aller chercher dans chacune de ces catégories pour avoir le meilleur des résultats. Autrement dit, si je sens que je suis en train de perdre pied, que le stress est en train de me déborder, eh bien, je n'irai pas cibler uniquement la méditation, par exemple. Je ciblerai la méditation, bien sûr, mais j'irai aussi chercher peut-être dans l'activité physique, peut-être dans des massages, peut-être, et bien sûr dans la respiration. Systématiquement dans la respiration, qui se trouve, elle, sur les 2 tableaux. La respiration fait appel aussi bien au corps physique qu'à notre mental. Et c'est pour cette raison qu'elle est extrêmement efficace et précieuse. Donc, je vais vous présenter sur ce tableau de façon très schématique des respirations qui vont forcément vous évoquer quelque chose. Les techniques respiratoires sont à l'infini. Elles sont devenues très populaires depuis quelques dizaines d'années. Elles nous viennent pour la plupart des civilisations orientales qui sont férues depuis longtemps et qui pratiquent depuis très longtemps ces techniques respiratoires. Donc sur la ligne du haut, vous voyez des images qui représentent des techniques respiratoires douces, plutôt à visée calmante. Sur la ligne du bas, vous voyez des illustrations de techniques respiratoires plus poussées. On voit sur la partie droite Iceman, la technique Wim Hof, et puis un apnéiste par exemple.
Donc, ce sont des techniques respiratoires qui vont bien sûr aller modifier notre respiration naturelle, notre respiration du quotidien. Elles vont faire varier cette respiration en rythme, en amplitude également, et elles vont aussi modifier le lieu où se passe le souffle. Et c'est en cela qu'elles sont efficaces. Elles ont un effet qui peut être remarquable à la fois sur le corps et sur l'esprit. Elles demandent néanmoins un accompagnement, un entraînement progressif et bien sûr, pour être efficaces, elles demandent de la régularité. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'en travaillant ces respirations, est-ce qu'on va de fait améliorer notre oxygénation au niveau cellulaire? La réponse est oui, en partie, seulement en partie. À mon sens, le bol d'air Jacquier permet seul et lui seul d'améliorer naturellement l'oxygénation tissulaire et peut, dans le même temps, lutter à la fois contre le stress mental et oxydatif cellulaire. Et tout ça sans modifier en quoi que ce soit notre respiration, en laissant faire sa respiration pendant que l'on profite des bénéfices de l'appareil bol d'air. Pourquoi? Parce que l'appareil bol d'air agit sur la capacité d'améliorer l'assimilation de l'oxygène dans l'organisme. Alors, avant de vous détailler cette faculté d'assimilation de l'oxygène dans l'organisme, je voudrais juste refaire un petit point sur l'oxygène. Est-ce que l'on manque vraiment d'oxygène? Pas du tout. L'oxygène est présent autour de nous à hauteur de 21%, sauf en altitude. Quiconque est allé en haute montagne sait de quoi il s'agit. Mais dans tous les autres cas de figure, l'oxygène ne manque pas. Le problème, c'est son assimilation insuffisante par nos cellules, qu'on appelle l'hypoxie, un état d'hypoxie. Alors cet état d'hypoxie est lié grandement à la situation, à notre environnement, hein, donc à notre mode de vie actuel. Alors, en quoi le bol d'air va permettre de combattre l'hypoxie, de contourner ce manque d'oxygène au niveau cellulaire? Eh bien, c'est une méthode qui n'a pas d'équivalent, donc on peut comparer à aucune autre. Elle reproduit un phénomène naturel, mais qui est aléatoire dans la nature. La nature, les arbres, les végétaux sont capables de délivrer des molécules transporteuses d'oxygène, mais dans des conditions très précises, relativement assez rares et en tout cas très précises. Alors aujourd'hui, on parle de bains de forêt, mais autrefois, on connaissait, il n'y a pas si longtemps que ça encore, les vertus des séjours dans des sanatoriums. Les malades, les convalescents étaient envoyés dans des lieux de cure et de rétablissement parmi les pins, généralement en moyenne montagne, parmi les pins et les sapins, pour bénéficier des effluves curatifs de ces arbres. Aujourd'hui, on reparle de nouveau des bains de forêt, et ces bains de forêt ou sylvothérapie sont largement documentés au plan scientifique. Et ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser de très près. Et l'appareil bol d'air, à partir de l'extrait de pin Pinus pinaster, le pin des Landes en l'occurrence, va délivrer un catalyseur qui facilite l'assimilation de l'oxygène dans l'organisme sans suroxygéner. L'appareil bol d'air reproduit ce qui se passe à l'état naturel dans des conditions très précises, aléatoires et bien spécifiques. Le bol d'air nous permet d'en bénéficier à chaque instant. Et tout ceci sans suroxygéner, ce qui est précieux, puisque comme nous l'a dit le docteur Chabernaud, l'oxygénation c'est quelque chose d'indispensable, mais c'est un petit peu un ami à double face. L'oxygène est indispensable à la vie, mais par ailleurs, un excès d'oxygène oxyde, agresse l'organisme. La méthode bol d'air permet justement d'obtenir une oxygénation parfaitement équilibrée. Alors, très rapidement, bon, lisible ou pas lisible, je ne sais pas, mais c'est juste un tableau qui nous permet visuellement, dans les grandes lignes, en observant les colonnes, de voir que sur la droite, le bol d'air Jacquier est une méthode non médicale qui s'adresse à tout le monde et que les autres formes d'oxygénation, comme par exemple l'ozonothérapie,
la méthode hyperbare, le caisson hyperbare ou l'oxygène normobare, celui que l'on délivre dans les hôpitaux aux malades en insuffisance respiratoire, eh bien, ces méthodes-là sont réservées à des cas critiques, elles sont réservées au domaine médical et elles n'ont pas place en hygiène de vie pour combattre l'hypoxie quotidienne qui est la nôtre. Donc, pour en revenir aux moyens d'action du bol d'air, nous voyons que c'est une machine, c'est un appareil qui travaille à partir d'un principe actif de qualité. C'est un extrait de résine de pin des Landes. On pourrait dire de façon imagée que c'est un concentré de forêt landaise. Variété de pin qui ne contient pas de molécules irritantes pour les bronches. Majoritairement des alpha et bêta-pinènes qui sont parfaitement bénéfiques et bien tolérés par l'ensemble. Et c'est notre principe actif qui va ensuite être transformé en un transporteur d'oxygène de la façon suivante. Alors, je vous explique un petit peu cette frise qui illustre, qui synthétise le principe de fonctionnement du bol d'air. Dans le flacon de l'appareil, on va trouver l'orésine, donc la petite goutte jaune que vous voyez sur la photo. Quand on met en route l'appareil, c'est l'air ambiant, l'air de la pièce qui est capté, qui vient se mélanger à ce liquide, à cette orésine, pour en extraire la partie la plus légère, la plus volatile. Ce sont donc des molécules aromatiques à l'état gazeux et non pas à l'état liquide moléculaire. Si je peux prendre une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, c'est un peu comme quand on aère le vin dans un verre. Vous voyez, il n'y a pas de molécules liquides, il y a juste les arômes qui se dégagent. C'est un peu la même chose avec le phénomène, la technologie Jacquier. Donc, ces arômes sont ensuite transformés par la technologie spécifique du bol d'air en transporteurs d'oxygène. Donc, il y a une technologie bien particulière qui a été mise au point par ce chercheur, ce chimiste de génie qui était René Jacquier. La molécule de pin est peroxydée et va nous donner un transporteur d'oxygène, un catalyseur, qui va favoriser l'assimilation de l'oxygène par l'organisme, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve. C'est-à-dire que même si nous sommes dans des circonstances néfastes, défavorables, donc en état d'hypoxie, l'oxygène respiré va être beaucoup plus disponible au cœur de l'organisme, jusqu'au cœur des cellules, grâce au transporteur respiré. Je mentionne toujours au passage quelques précautions d'emploi qui sont très rares, elles sont limitées à quelques cas. Alors bien évidemment, il y a la présence d'une huile essentielle, ce qui fait qu'on ne pourra pas utiliser le bol d'air pour les femmes enceintes, allaitantes et les enfants en très bas âge, de moins de 3 ans. Les simples contre-indications concernent les cas d'épilepsie terpène dépendante, puisque les alpha et bêta-pinènes font partie de la famille des terpènes. Les épisodes de convulsions, ce qui rejoint un petit peu le cas des cas d'épilepsie. Les allergies, bien évidemment, s'il en existe, à la térébenthine. Une personne qui pourrait être allergique à la térébenthine n'utiliserait pas le bol d'air, mais je le précise tout de suite, il ne s'agit en aucun cas de la térébenthine qu'on a l'habitude d'utiliser dans l'usage courant et domestique. C'est un produit complètement différent, j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs. Et enfin, autre restriction d'emploi, une personne qui serait sous traitement immunodépresseur. Pourquoi ? Parce qu'une bonne oxygénation cellulaire dynamise les cellules dans leurs fonctions. Donc, toutes nos cellules, toutes nos fonctions métaboliques sont améliorées, y compris l'état immunitaire. À partir du moment où une personne doit suivre un traitement immunodépresseur, ce ne serait pas logique de stimuler son immunité par ailleurs. Voilà pourquoi ça constitue une restriction d'emploi. Et bien sûr, le bol d'air ne remplace pas les traitements habituels, cela va de soi. Alors, le principe d'utilisation, c'est de respirer naturellement à quelques centimètres de la corolle, entre 5 et 10 cm de la corolle de respiration, de toujours démarrer doucement, c'est-à-dire démarrer par la séance la plus courte, voire arrêter avant la fin de la séance en fonction de son ressenti, si nécessaire, et ensuite augmenter progressivement le temps de séance, sachant toutefois
que ce n'est pas la durée de la séance qui va conditionner le taux d'oxygénation cellulaire qui va en découler, c'est juste le fait d'intégrer le bol d'air à son hygiène de vie quotidienne, de renouveler les séances courtes au cours de la journée. Donc, il faut bien évidemment veiller à maintenir la qualité du principe actif, du composé orésine. Orésine, c'est le nom commercial de cet extrait de pain, en le renouvelant régulièrement. De la même façon qu'on s'occupe de l'huile du moteur de sa voiture, il est indispensable de s'occuper de la qualité du liquide qui fait fonctionner le bol d'air et qui permet d'obtenir le transporteur d'oxygène. Il faut bien évidemment pratiquer avec régularité parce que l'efficacité est totalement conditionnée par la régularité de la pratique. Donc, on va procéder par cure, on peut faire des cures plusieurs fois dans l'année. On peut aussi utiliser le bol d'air en continu, être régulier dans l'ensemble tout au long de l'année, tout au long de sa vie, à raison de 2 à 3 séances de quelques minutes par jour. Bon, personnellement, c'est ce que je fais. J'encadre ma journée matin et soir avec une séance de bol d'air. Et puis, le dernier principe important, c'est d'individualiser sa pratique et d'écouter son ressenti et d'appliquer selon sa sensibilité, notamment si on appartient à des profils réactifs. Alors, les profils réactifs seront tous améliorés, régulés. Les profils réactifs, j'entends par là les asthmatiques, les allergiques, les hyperthyroïdiens, les spasmophiles, et puis aussi toute personne pour qui des toutes petites doses font toujours le maximum d'effet. Eh bien, dans ces cas-là, on va être encore plus progressif dans le temps d'adaptation. Mais en fait, c'est tout, quoi. Il suffit d'adapter en fonction de ce que l'on est, sachant que les profils réactifs seront régulés, inévitablement, dans des proportions notables. Donc, je reviens encore sur conserver la qualité du composé, parce que c'est franchement très important. On voit dans ce flacon le niveau du liquide, donc on voit bien que le flacon est rempli dans sa partie basse d'orésine, qui est totalement transparente. Et au fil du temps, au fil des utilisations, elle va avoir tendance à se colorer légèrement. Alors, sur cet appareil très perfectionné, qui est le modèle Aéro, un message de renouvellement de liquide apparaîtra sur l'écran de contrôle de l'appareil. Il y a une autre gamme d'appareils plus simples pour lesquels la surveillance s'exercera simplement visuellement en regardant si le liquide prend une légère teinte. À partir du moment où il prend une légère teinte, évidemment, on le change. Parce que cette oxygénation cellulaire non oxydante que le bol d'air est capable de nous délivrer, et c'est franchement la seule méthode d'oxygénation cellulaire qui ne soit pas oxydante, on ne peut l'obtenir qu'à condition que le composé ne soit pas oxydé lui-même. Voilà, c'est logique, mais il est important de le dire. Voilà, donc notre térébenthine, alors je reviens sur le thème de térébenthine pour que personne ne se fasse peur avec ce terme-là. Parfois, la térébenthine fait un peu froncer les sourcils à certaines personnes qui ont de mauvais souvenirs, de maux de tête, par exemple, après avoir utilisé de la térébenthine du commerce. Ici, il s'agit d'un produit très précieux. C'est un produit, c'est une térébenthine médicinale de qualité médicale. Pinus pinaster, le pain de Bordeaux, a servi pendant des décennies, pendant des millénaires même, à soigner toutes les infections bronchiques avant l'arrivée des antibiotiques. C'est ce qu'on avait à notre disposition pour tous les problèmes pulmonaires. Donc, il s'agit d'une térébenthine médicinale. Vous voyez sur la partie gauche ses propriétés naturelles, c'est-à-dire avant de passer dans la machine, avant que l'on mette en route l'appareil bol d'air. Déjà en soi, elle est intéressante. Elle est désinfectante, anti-infectieuse, mais à partir du moment où on la met dans le bol d'air et qu'on met le bol d'air en route, elle va non seulement conserver ses propriétés, mais elle va en acquérir de nouvelles et de précieuses. Bactéricides, bien sûr, antioxydants, immunostimulants, donc vous voyez l'effet que ça peut représenter sur l'état général, sur l'état de santé global, anti-inflammatoires. Le docteur Chabernaud nous a bien parlé tout à l'heure de l'inflammation comme étant une cause évidente de
d'énormément de pathologies dégénératives, de pathologies de civilisation, cette inflammation interne, hein, donc métabolique, anti-stress, décongestionnant, et bien sûr, sa raison d'être, c'est d'augmenter la saturation en oxygène et d'augmenter la diffusion tissulaire de l'oxygène par la peroxydation de cette molécule de pain. Alors, quelques références scientifiques sur quoi je m'appuie pour vous dire ceci. Eh bien, sur une thèse de doctorat qui a été présentée sur les propriétés oxygénantes et non oxydantes de la méthode Bolder. Donc, il a été possible de mesurer la résistance de l'homme vis-à-vis des radicaux libres et avec des résultats très concluants. Donc, cette thèse est disponible. Je pense que Holist peut donner le moyen de se la procurer. Et puis, une publication également sur le Bolder et notamment donc, les terpènes sur le stress mental. Donc, l'huile essentielle de térébenthine, sa partie la plus volatile, alpha et bêta-pinène, sur le stress mental. Donc, il y a une publication aussi de quelques pages qui a été produite sur ce sujet. Et enfin, pour moi, c'est surtout l'expérience utilisateur, mon expérience personnelle, mais aussi l'expérience des personnes que j'ai face à moi, l'expérience utilisateur qui, de façon unanime, donne comme résultat, donc comme retour, stabilité d'humeur et des émotions, facilité, meilleure capacité à gérer le stress, bonne humeur. Il y a quelque chose d'un peu euphorisant dans les terpènes. C'est assez notable. Qualité du sommeil, clarté mentale, concentration, détente immédiate par action sur le système nerveux autonome parasympathique, dans cette branche du système nerveux autonome qui induit le calme, qui nous calme. Donc, pour conclure, je dirais que le Bolder, c'est une méthode simple, rapide, agréable, puisque l'odeur est absolument extraordinaire pour ceux qui aiment l'odeur des forêts de pin. C'est une méthode naturelle qui est adaptée à tous et qui permet, dans le même temps, de lutter contre le stress mental et le stress cellulaire et qui permet en même temps de soutenir l'organisme dans son ensemble. J'en ai terminé, je pense qu'il y a peut-être des questions. Oui, tout à fait, il y a pas mal de questions. Alors, on a Laurence qui nous demande, du coup, au niveau du travail, elle est toujours dans l'urgence, elle aime travailler en dernière minute parce qu'elle sent l'adrénaline monter et du coup se demande s'il n'y a quand même pas un impact derrière sur son métabolisme. Donc là, je pense que Véronique, vous pourrez nous apporter une réponse. Oui, alors là, désolée pour les accros au stress, parce que ça existe, c'est-à-dire le shoot à l'adrénaline est une addiction comme une autre. Donc, c'est assez classique, hein, on aime ce shoot à l'adrénaline, c'est vrai pour les sportifs de haut niveau, c'est vrai parfois pour le travail. Malheureusement, effectivement, la cascade neuro-hormonale, elle s'en fiche de savoir si vous aimez le shoot à l'adrénaline. Elle se déclenche et si vous aimez le shoot, donc vous allez la déclencher souvent et malheureusement donc enclencher finalement tous ces processus physiologiques et les effets secondaires pas très positifs qui vont avec. Donc je vous suggère de trouver d'autres sources de plaisir que le shoot à l'adrénaline. Je veux dire, c'est bien, mais quand même revenir à la source et éviter les choses qui créent des dégâts, c'est bien aussi. C'est noté, merci Véronique. On a Catherine qui nous demande si les monoterpènes présents dans l'huile essentielle de pin ne sont pas toxiques pour les reins. Non, alors je veux bien répondre à cette question. Oui, alors je veux bien répondre à cette question. La réponse se trouve dans la thèse dont je viens de vous parler, mais je dis non. Alors, à la dose utilisée dans le Bolder, en aucun cas. L'expérience a été menée sur des rats Wistar et ensuite ces rats ont été euthanasiés et bien sûr leurs organes ont été analysés. Donc, on n'a retrouvé aucune trace de souffrance des organes de ces petits animaux de laboratoire lors de l'expérience qui a été menée sur eux, sachant que pour leur poids, par rapport à leur poids, je n'ai plus les données en tête, mais le temps de respiration, d'exposition aux effluves Bolder était
relativement important. C'est comme si nous, nous faisions plusieurs heures de bol d'air par jour. En tout état de cause, ça ne serait pas raisonnable. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le plus n'est jamais le mieux. Le bol d'air donne d'excellents résultats. Au bout de quelques minutes, nous avons déjà au moins 2 heures d'oxygénation cellulaire qui s'enclenche après quelques minutes de respiration. Le but, c'est de faire quelques respirations de quelques minutes dans la journée. Il est bien évident qu'à ce niveau-là, il n'y a aucune toxicité des monoterpènes sur les reins ou sur un quelconque organe. Voilà. Ceci dit, s'il y a des personnes qui ont une très grosse souffrance rénale, les substances qui sont issues de ces monoterpènes, forcément, sont éliminées par les reins. Il y a une élimination qui se fait de ces terpènes qu'on a respirés. Donc, pour des personnes qui, par exemple, auraient une greffe de rein ou qui seraient sous dialyse, il ne s'agit pas d'un cas d'une contre-indication. Ça veut juste dire que ces personnes-là, au lieu de faire des séances relativement longues, et éventuellement, je vous dirai ce que j'entends par une séance longue, elles vont se contenter de séances plus courtes pour garder les bénéfices de l'oxygénation cellulaire sans trop forcer la dose par précaution, disons. Voilà. Mais la toxicité sur les reins, on est loin de l'atteindre, mais très, très loin de l'atteindre aux doses physiologiques, enfin aux doses que l'on recommande dans la pratique quotidienne. Ok. Ensuite, nous avons Lucie, qui, si elle espère avoir bien compris, que les asthmatiques peuvent bien utiliser le bol d'air. Alors, oui, les asthmatiques, pas pendant une crise d'asthme, bien évidemment, pas pendant que la personne est dans une phase où elle va avoir des crises d'asthme à répétition. Quand elle est dans une phase aiguë de l'asthme, non. Mais le bol d'air va être un régulateur. Et je parle de l'expérience, des retours d'expérience, c'est là-dessus que je me fonde. Beaucoup d'asthmatiques ont vu la gravité de leurs symptômes et la fréquence de leur crise d'asthme s'estomper en faisant du bol d'air. Mais toujours avec la précaution que j'ai donnée au départ, on est devant l'appareil, on respire normalement, on oublie sa respiration. En aucun cas, on hyperventile, on laisse faire la respiration et on va progresser très doucement. Autrement dit, selon le type d'appareil, je suis obligée de vous redonner les 2 types d'appareils qui sont distribués. L'aéro, qui est très rapide, très puissant, gradué de minute en minute. Donc, on va démarrer sur un aéro avec une séance d'1 minute, voire on va arrêter avant, si on est asthmatique. Pour l'appareil tonique, plus classique, il est gradué de 3 en 3. On n'est pas obligé d'aller au bout des 3 minutes, on peut arrêter avant. C'est une question de ressenti, c'est une question de bon sens. Mais je confirme que les asthmatiques peuvent utiliser un bol d'air. Après, tout dépend de la réaction de cette personne au bol d'air. Si le bol d'air déclenche une toux manifeste, eh bien, le bon sens voudra qu'on stoppe. Voilà, être très prudent, être attentif et être... traiter les choses avec bon sens. Je l'ai eu ce cas. J'ai eu ce cas très précis d'une personne qui voulait absolument, qui était très allergique à tout, qui voulait absolument combattre son asthme, non, pardon, c'est pas un asthmatique, c'était un allergique. Je fais la confusion, c'était une allergique qui voulait combattre son allergie. Elle toussait manifestement trop et de façon trop systématique en faisant du bol d'air pour que je puisse lui conseiller le bol d'air, alors que la plupart des autres personnes allergiques ont trouvé de grands bénéfices. Voilà. Allergique, asthmatique, je veux dire, c'est quand même très similaire comme cas de figure, du moins vis-à-vis de l'oxygénation cellulaire. Du coup, vu que tu parles d'allergie, on va enchaîner avec toujours Lucie qui nous demande comment évaluer une allergie à la térébenthine. Véronique, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Oui, alors effectivement, il n'y a pas forcément de test, sauf aller voir un allergologue, mais la méthode proposée dans la question est une bonne méthode, et Sylvie peut peut-être compléter, mais faire un micro-test sur une petite zone de peau et voir ce qui se passe, c'est très bien. C'est très bien. Puis du coup, puis du poignet,
avec une toute petite dose et voir ce qui se passe. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Ma préconisation, c'est tout d'abord, dans un premier temps, faire respirer juste au-dessus du flacon, c'est-à-dire qu'on va déboucher la bouteille de résine, et juste passer son nez au-dessus rapidement, c'est déjà suffisant pour savoir si on est allergique à la térébenthine. Dans un second temps, effectivement, une touche sur une zone de peau très réceptive, comme le pli du coude ou au niveau du poignet. On attend de voir ce qui se passe. Et dans la phase suivante, on va faire une micro-séance de respiration bol d'air. Et si ça se passe bien, ça signifie qu'on n'est pas allergique à la térébenthine. Sachant que c'est un cas quand même très rare d'être allergique à la térébenthine. C'est très, très rare. C'est rare. Ensuite, nous avons une question, savoir si le bol d'air, alors on sort un petit peu du stress, mais savoir si le bol d'air peut aider dans le cadre de l'apnée du sommeil. Je réponds ou Véronique répond? Ouais, moi, je ferai une réponse de bon sens et à peu près la même que celle d'avant. Essayez, parce qu'en fait, pourquoi? Parce que d'abord, les apnées du sommeil créent un manque d'oxygénation et avec des effets physiologiques extrêmement délétères. Les apnées du sommeil non traitées, c'est 8 ans d'espérance de vie en moins. Et essentiellement par manque d'oxygénation, problèmes vasculaires, impacts cérébraux, artériels et compagnie. Donc évidemment, tout ce qui peut aider à réoxygéner, c'est bien. Maintenant, le premier traitement de l'apnée du sommeil, c'est l'appareillage. C'est clair, net et précis. C'est ça qui va faire qu'on va... Alors, il faut faire le test, il faut faire la polysomnographie, et si on a un seuil significatif d'apnée, se faire appareiller. Maintenant, réparer les dégâts de la non-oxygénation qui en général a eu lieu pendant pas mal de temps avant qu'on en soit là, ou pour des personnes qui ne supporteraient pas l'appareillage, il y en a. Alors, tout ce qui va permettre d'une meilleure oxygénation et donc de contrecarrer un peu ou beaucoup les effets négatifs des apnées du sommeil, ben oui, évidemment. Mais voilà, alors je suis pleinement d'accord avec ce que dit le docteur Chabernaud, effectivement. Le bol d'air ne remplace pas un médicament, donc ne remplace pas le traitement classique de l'appareillage. Ceci dit, pour les personnes qui ne sont pas encore appareillées, mais qui pensent qu'elles ont des apnées du sommeil, qui supposent qu'elles ont des apnées du sommeil, alors bien évidemment, elles vont faire le test. Rien n'est plus sûr, fiable que le test, mais elles peuvent essayer le bol d'air. Elles peuvent commencer par exemple, une location d'un appareil bol d'air pour voir s'il y a amélioration, pour voir comment elles se sentent. Est-ce qu'elles sont moins fatiguées? Est-ce qu'elles ont moins de réveils en sursaut en pleine nuit, avec l'impression d'étouffer? Parce que beaucoup d'apnées sont des apnées dites centrales, c'est-à-dire ce sont des dérèglements au niveau de notre système nerveux. On en revient encore à la problématique du jour, le système nerveux. Il y a des apnées qui sont clairement obstructives, donc qui sont dues par exemple à une obésité ou à un problème quelconque physique, mécanique. Mais il y a aussi beaucoup d'apnées qui sont quand même dues à un dérèglement du système nerveux, à un léger affaissement au niveau de cette tension, de cette musculature lisse de notre palais, de notre arrière-gorge. Et là, je pense qu'il peut y avoir une amélioration grâce à l'appareil bol d'air. C'est à tester. En tout cas, pour les personnes qui ne sont pas encore appareillées. Pour les personnes qui le sont, bien évidemment, garder l'appareil et faire du bol d'air dans la journée. C'est le bon sens, là aussi. C'est complémentaire. Voilà, complètement. Faire preuve de bon sens, écouter son ressenti, et ça, c'est le plus important. On n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, elles sont nombreuses. Du coup, pour ceux à qui on n'aurait pas donné réponse, n'hésitez pas, on va vous mettre le lien dans le chat pour prendre rendez-vous, si vous le souhaitez, avec une de nos conseillères. Ça n'engage à rien, elle est là pour vous apporter en tout cas des réponses à vos questions. Sinon, nous sommes joignables par téléphone au 03 85 25 29 27. On vous met également en lien dans le chat notre chaîne YouTube où vous avez une playlist avec tous les webinaires
que nous avons fait depuis le début de l'année et même précédemment, avec notamment des thématiques comme le Covid, par exemple, puisque ça faisait partie de vos questions. Donc, n'hésitez pas à la consulter, vous y trouverez certainement des réponses. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à Véronique et à Sylvie de l'avoir animé. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.